Chapitre 10 28 novembre 1967 C'est revenu! C'est là! La pulsation est là! Jocelyne criait toute seule. Avant de recevoir enfin et de pouvoir brancher l'enregistreur rapide qu'elle avait commandé, Jocelyne s'était concentrée durant tous les mois de septembre et octobre sur des tests de détection de plusieurs quasars, dont le quasar emblématique 3C273, auquel elle prévoyait de consacrer tout un chapitre de sa thèse. L'enregistreur rapide fut enfin disponible à la fin du mois d'octobre. Jocelyne l'installa immédiatement dans le cabanon qui jouxtait le terrain de l'IPSA et se focalisa à nouveau sur le signal étrange qu'elle avait vu à l'ascension droite de 19h19. Cela faisait maintenant près d'un mois qu'elle se rendait tous les jours à Lord's Bridge pour observer en direct, à l'heure du transit, si l'aiguille allait tracer un signal. Mais malheureusement, tout ce qu'elle pouvait voir n'était que du bruit et pas du signal. Le 27 novembre, elle n'avait pas pu venir à l'observatoire Mullard parce qu'elle devait suivre une conférence que donnait Stephen Hawking à Trinity Hall sur le sujet des astres gravitationnellement effondrés, que les théoriciens appelaient des trous noirs. La veille, elle avait laissé allumer l'enregistreur en partant le soir, en fixant l'une des 4 déclinaisons sur 22 degrés. Elle était venue très tôt ce matin pour analyser les 50 mètres d'enregistrement qui s'étaient empilés dans le panier. Mais l'heure du transit approchait, et Jocelyne n'avait pas le temps de dérouler tout l'enregistrement de la veille. Elle avait préféré regarder en direct l'aiguille bouger sur le papier qui défilait à grande vitesse. Elle avait le souffle court. Oui, cette fois, il y avait bien un signal, et un signal différent des signaux de scintillation habituels. Il était comme pulsé, et les pulsations semblaient équidistantes. Une fois le transit passé, Jocelyne arrêta l'enregistreur et sortit la feuille du rouleau pour mesurer la séparation temporelle qui existait entre les oscillations, qui se trouvaient très exactement à la même position que le signal étrange qu'elle avait vu début août. Elles étaient séparées de 1,337 secondes et chaque impulsion durait moins de 0,3 secondes. C'était incroyable! Jocelyne rentra tout de suite à Cavendish en prenant le vélo. Il faisait un froid de canard, mais heureusement, il ne pleuvait pas. Elle avait emporté avec elle la portion d'enregistrement autour de 19h19 d'ascension droite du jour, ainsi que celui de la veille. Il fallait qu'elle montre ça à son directeur de thèse. C'était vraiment stupéfiant. La source était revenue et elle formait des pulsations. Une telle variation d'à peine plus d'une seconde ne pouvait pas provenir d'une étoile de taille normale. Mais pourquoi une source artificielle suivrait le cours de la rotation terrestre? Il était déjà midi quand elle arriva au laboratoire Cavendish. Anthony Hewish n'était pas dans son bureau et Robin Collins lui rappela qu'il donnait des cours d'électromagnétisme aux étudiants du master de physique et qu'il serait de retour vers 14 heures, juste après sa pause déjeuner. Jocelyne en profita pour aller elle aussi se restaurer à la cantine, sans dire un mot sur ce qu'elle avait laissé sur son bureau. Regardez ça, c'est un signal pulsé à l'endroit attendu, 19-19 plus 22. Et les pulsations ont une période invariable de 1,337 secondes. C'était ce matin? Demanda Hewish. Oui, j'y suis allé avec le premier train et je suis revenu à vélo juste après. J'avais laissé allumer l'enregistreur hier toute la journée parce que je n'y suis pas allé hier. Regardez, elles sont là aussi hier. Ouais, c'est certainement une interférence ou bien un problème avec l'antenne, dit Anthony Hewish en regardant les 2 enregistrements l'un après l'autre. Mais il faudrait essayer de voir ça avec le 4C Array. Je vais demander à Paul. Mais ça ne ressemble pas du tout à une source artificielle, et ça transite comme une source astrophysique, répondit Jocelyne. Il faut se méfier. Il faut toujours se méfier. Si on la voit avec le 4C,
Au moins, on saura que ça ne vient pas d'un artefact de l'IPSA. On ira demain. On pourra comparer les deux enregistreurs en même temps. Ok. Le 4C Array était un radiotélescope de forme paraboloïde. C'était le premier qu'ils avaient construit 10 ans plus tôt. Il mesurait presque autant que l'IPSA en longueur, avec ses 450 mètres, mais ne faisait que 20 mètres de large. Mais cet instrument possédait un élément mobile, ce qui faisait une différence appréciable. Le 4C fonctionnait à une fréquence de 178 MHz et avait permis de localiser près des 5000 sources du catalogue 4C, dont la dernière mise à jour venait d'être publiée en 1966. C'était John Pilkington et Paul Scott qui avaient effectué ces observations minutieuses et qui exploitaient encore tous les jours ce grand instrument. Anthony Hewish était certain que Scott accepterait de lui consacrer quelques heures pour pointer vers l'ascension droite 19h19 et la déclinaison 22 degrés. Peut-être même qu'il pourrait lui fournir une mesure de dispersion de ce signal pour estimer une valeur de distance, et donc déduire son origine dans le système solaire ou au-delà. Ils arrivèrent au MRAO une demi-heure avant l'heure du transit de la source mystérieuse. Hewish avait proposé à Jocelyn de l'emmener dans sa Maurice vieillissante. La pluie était glacée. Les deux enregistreurs, celui de l'IPSA et celui du 4C, se trouvaient dans la même pièce, la salle de contrôle des radiotélescopes, une petite pièce munie d'une fenêtre à travers laquelle on apercevait au loin la parabole du One Mile Telescope, avec en avant-plan la partie ouest du 4C. L'IPSA se trouvait de l'autre côté. La salle n'était pas chauffée et Hewish et Jocelyn avaient gardé leurs manteaux. La source devait passer dans le faisceau de l'IPSA à 10h48 et dans celui du 4C à 10h54, d'après le calcul de Anthony Hewish. Les deux enregistreurs étaient prêts. Les alimentations électriques étaient allumées. Il était maintenant 10h43. Il n'y avait plus qu'à attendre. Pourquoi ça ne serait pas une étoile qui serait à l'origine de ce signal? Mais une étoile très petite, lança Jocelyn pour patienter. Il faudrait qu'elle soit vraiment très très petite, cette étoile, très compacte. Tu as vu la durée des impulsions? Ça fait moins de 0,02 secondes. Ça veut dire une taille inférieure à 6000 km. Tu penses à quelque chose en particulier? Une étoile naine blanche ou une étoile à neutrons peut-être? Des oscillations avec cette période? Je ne crois pas, hein. Non, ça peut être de nombreuses interférences humaines. Malheureusement, il y en a beaucoup et de plus en plus, comme tu peux le constater. Hewish pointait son index vers l'aiguille de l'enregistreur du télescope 4C qui virevoltait dans un sens puis l'autre. Oui, c'est sûr, mais si elle suit la course de la voûte céleste, ça veut bien dire qu'elle n'est pas liée à la Terre. Ou bien on croit qu'elle transite, mais c'est un artefact, répondit Anthony Hewish. Les radiotélescopes sont parfois capricieux. Ou alors, c'est peut-être un signal provenant d'une sonde spatiale, qui sait, ou bien une réflexion radar. Il existe plein d'hypothèses. Ou bien des signaux de petits hommes verts, dit Jocelyn en souriant. Alors ça, n'en parlons même pas, et pourquoi pas une émission à partir d'un sous-marin jaune, hein? On vit tous dans un sous-marin jaune, n'est-ce pas? Il suffit de le démontrer, ajouta Jocelyn sans sourire. Bon, ça va être bientôt. Il y a 6 minutes entre les deux, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ce que vous m'avez dit, répondit Jocelyn. Les deux enregistreurs défilaient aussi vite l'un que l'autre. Regardez! Il est là! Il est là! Anthony Hewish regardait l'aiguille bouger sur le papier de haute qualité qui venait de France. À 19h19 d'ascension droite, elle avait produit des oscillations très régulières et très atypiques. C'était tout à fait troublant. Intéressant. Attendons de voir ce que détecte le 4C, dit Hewish. Ce furent des minutes interminables.
Hewish avait soigneusement découpé la bande de papier et l'avait posée à plat pour mesurer la période qui séparait les quelques pulsations très nettes qui sortaient du bruit précédent et suivant. Jocelyne ne disait rien, elle fixait l'aiguille qui ne traçait que du bruit aléatoire. Elle avait l'impression que son cœur battait de plus en plus vite. Elle jetait un œil sur le chronographe toutes les 30 secondes. « C'est dans moins d'une minute, dit-elle. Bon, c'est bien 1,337 secondes. Alors, voyons ce que nous dit ce bon vieux 4C. Anthony Hewish et Jocelyne étaient tous les deux penchés au-dessus du transcripteur du radiotélescope, tracker de quasars et autres radiogalaxies. Le papier défilait en silence à 1 cm par seconde, faisant glisser l'aiguille qui filait un trait noir presque rectiligne, excepté quelques mouvements aléatoires. Jocelyne regarda le chronographe encore une fois. « Ça devrait être maintenant !» L'aiguille ne bougeait plus, traçant un signal rectiligne. Aucun signal ne sortait des récepteurs de 4C. Jocelyne jeta un œil sur le pupitre en même temps que Hewish, puis revint sur le rouleau de papier. Tout était normal, mais aucun signal n'apparaissait. « Eh bien, je crois que nous avons notre réponse, dit Anthony Hewish en soupirant. Il va falloir résoudre ce problème sur l'IPSA. Mais il était là! Il doit être là! Jocelyne regardait défiler le papier. C'est un artefact, très bizarre, j'avoue, mais juste un artefact, répondit Hewish. Non, sembla gémir Jocelyne. Je crains que ce soit la vérité. Et si on s'était trompé dans le calcul de l'heure du transit? Et si c'était pas 6 minutes d'écart entre les deux télescopes? Je veux bien admettre que je me sois trompé, mais ça ne peut pas être de beaucoup. On peut laisser l'enregistrement encore pendant quelques minutes si tu veux. Allez, je te donne 5 minutes. Mais après, il faudra se résoudre et accepter qu'il existe un problème sur l'IPSA, malheureusement. Merci. 5 minutes. Hewish était retourné derrière le bureau pour regarder à nouveau la bande qu'avait produite l'IPSA et cette pulsation étrange. Il n'avait encore jamais vu un artefact de ce type depuis qu'il analysait des signaux d'ondes radio de tout type et longueur d'onde. Qu'est-ce qui pouvait produire une telle périodicité aussi régulière de 1,337 secondes? Le chronographe indiquait 10h58 quand Anthony Hewish entendit Jocelyne crier comme si elle voyait Paul McCartney à 1 mètre d'elle. « Il est là! Il est là! C'est lui! C'est ça! Oui !» Hewish s'approcha et vit les pulsations sur le papier. Elles étaient visiblement séparées d'un peu plus d'1 seconde. Après une bonne minute et la fin du transit, il arrêta l'enregistreur et découpa la bande de papier. Sans un mot, il retourna au bureau et posa la feuille à côté de celle de l'IPSA. Il regarda Jocelyne, puis dit « Je me serais trompé de 4 minutes dans mon calcul ?» Jocelyne ne savait pas quoi répondre. Elle esquissa un sourire désarmant en haussant les épaules. « Je vais tout de suite refaire le calcul. Il n'y en a pas pour longtemps. Il faut être sûr. Mais c'est la même période. Difficile de croire à un hasard. » Anthony Hewish s'était trompé de 3 minutes et 55 secondes quand il avait calculé l'heure de passage d'AD 1919 dans le télescope 4C. Il n'y avait pas 6 minutes d'écart entre l'IPSA et le 4C, mais presque 10 minutes. Ces 10 minutes furent les minutes les plus éprouvantes qu'avait connues Jocelyne jusque-là. Mais maintenant, les vrais ennuis commençaient. Il existait quelque chose à 1919 plus 22 qui produisait des ondes radio avec une pulsation extrêmement régulière de 1,337 secondes de période. Il fallait maintenant comprendre ce que ça pouvait être.